L'Arabie Saoudite ne veut en posséder aucune. L'Arabie Saoudite ne veut pas acquérir de bombes nucléaires. Mais sans aucun doute, si l'Iran développait une bombe nucléaire, nous ferions de même dès que possible. La rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a pris une tournure encore plus grave. Ce qui était autrefois une guerre froide commence maintenant à ressembler à un conflit bien plus brûlant. Ces dernières semaines, des missiles et drones iraniens ont frappé ports pétroliers et bases aériennes saoudiens, endommageant Ras Tanura et la province orientale. Avec l'Arabie Saoudite en feu, Riyad a déclaré avec colère que la confiance avec Téhéran était complètement perdue. Des rapports indiquent aussi que le prince héritier Mohammed Ben Salman a demandé en privé au président Trump de ne pas se limiter à des demi-mesures et de détruire totalement l'Iran. Il ne s'agit plus d'endiguement, il s'agit de destruction. Pour comprendre où cela mène, il faut prendre du recul et retracer comment une révolution survenue, il y a des décennies, s'est transformée en civils morts à Al-Qajar, en Arabie Saoudite, et en hauts responsables iraniens, expulsés du pays comme ennemis de l'État. Avant 1979, l'Iran et l'Arabie Saoudite étaient des rivaux. Mais c'était le genre de rivalité que l'on peut gérer. Il y avait de la tension, il y avait de la compétition, mais il y avait aussi des limites claires. L'Iran, sous le règne du Shah, était étroitement aligné avec les États-Unis, tout comme l'Arabie Saoudite. Les deux pays étaient du même côté de la table en ce qui concerne la stratégie américaine dans le Golfe. Ils se disputaient influence, prestige et levier économique, mais cela n'a jamais paru un combat à somme nulle. Aucun camp ne pensait que l'autre voulait l'effacer. Mais en 1979, tout a changé presque du jour au lendemain. La révolution iranienne n'a pas simplement remplacé un dirigeant par un autre, elle a transformé l'identité même de l'État. L'Iran ne fonctionnait plus comme un pays typique axé sur les frontières et la stabilité. Il s'est repositionné comme une force révolutionnaire, estimant que son modèle ne devait pas se limiter à l'Iran. La direction à Téhéran voyait son système comme un modèle à étendre pour transformer la région. C'est là que la tension a réellement augmenté. Pour Riyad, il ne s'agissait pas d'un simple changement de politique, mais d'un défi à tout l'ordre dont il dépendait. L'Arabie Saoudite n'était pas un simple État de la région, comme les autres. C'était une monarchie profondément liée à la religion, fondée sur son rôle de gardienne de l'islam sunnite et de protectrice de la Mecque et Médine. Désormais, l'Iran se présentait soudain comme la voix des musulmans chiites dans le monde, offrant un modèle alternatif rivalisant directement avec la légitimité saoudienne. Ainsi, ce qui n'était autrefois qu'une rivalité contrôlée s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond. Ce n'était plus une question de route commerciale ou d'influence, mais bien d'idéologie. La division sectaire entre l'islam sunnite et chiite est passée au premier plan. Mais même cela était souvent utilisé comme un outil politique plutôt que purement religieux. Sous tout cela se cachait une réalité simple que les deux camps comprenaient. Cela devenait une compétition qu'aucun des deux ne pouvait se permettre de perdre. Et une fois que vous atteignez ce point où les deux camps considèrent que les enjeux sont existentiels, les règles changent. L'Iran n'agissait plus simplement comme un pays. Il a commencé à se comporter comme un mouvement, comme une cause qui dépassait ses frontières. Et l'Arabie Saoudite, qu'elle le veuille ou non, s'est retrouvée à jouer le rôle du principal obstacle sur sa route. Mais j'ai vu que vous avez appelé l'ayatollah Khamenei le nouveau Hitler du Moyen-Orient. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'ils le veulent. Parce qu'il veut s'étendre. Il veut créer son propre projet au Moyen-Orient, un peu comme Hitler qui voulait s'étendre à l'époque. De nombreux pays, en Europe et dans le monde, n'ont compris le danger que représentait Hitler qu'après les événements. Je ne veux pas voir les mêmes événements se reproduire au Moyen-Orient. À partir de là, ce n'était plus qu'une question de temps avant que la rivalité ne déborde de leurs frontières et ne s'étende au reste de la région. La première véritable explosion a eu lieu en 1980, faisant passer la rivalité de l'ombre au conflit ouvert. La guerre Iran-Irak a transformé l'Irak sous Saddam Hussein en première ligne contre l'élan révolutionnaire de l'Iran. L'Arabie Saoudite a soutenu l'Irak, non par confiance envers Saddam ou par adhésion à sa vision, mais parce qu'elle craignait ce qu'était devenu l'Iran. Du point de vue de Riyad, arrêter l'Iran comptait plus que tout. Et du point de vue de Téhéran, cela changeait tout. L'Arabie Saoudite n'était plus simplement un rival observant de loin. Elle soutenait désormais activement les ennemis de l'Iran. Ce changement a accentué les positions des deux camps et a rendu le conflit plus personnel. Parallèlement, une autre pression a émergé, sans chars ni missiles. Le pétrole est devenu une arme. L'Arabie Saoudite pouvait ajuster sa production et influencer les prix mondiaux, obtenant ainsi un puissant levier économique. L'Iran, déjà épuisé par la guerre et isolé, manquait de flexibilité. Ainsi, alors que les combats l'épuisaient sur le terrain, la pression économique l'étranglait de l'extérieur. C'était un double coup qui a rendu la rivalité encore plus intense, puis la tension a touché l'un des domaines les plus sensibles qu'on puisse imaginer.
En 1987, pendant le Hajj à la Mecque, des affrontements ont éclaté entre des pèlerins iraniens et les forces de sécurité saoudiennes. Ce qui aurait dû être un voyage sacré s'est transformé en chaos. Plus de 400 pèlerins ont été tués, la plupart d'entre eux étant iraniens. La réaction a été immédiate et émotionnelle. Des ambassades ont été attaquées, la colère a envahi les rues, et les liens diplomatiques entre les deux pays se sont effondrés. À ce moment-là, le conflit a cessé d'être uniquement politique ou militaire. Il a touché la religion elle-même et la vie des gens ordinaires. Des familles ont perdu des proches, lors d'un moment censé être de foi et d'unité. Ce genre de perte ne s'efface pas rapidement. Elle persiste, et elle approfondit le ressentiment dans des communautés entières. Pendant une courte période après cela, les choses semblaient s'apaiser. Au cours des années 90 et du début des années 2000, il y eut des visites diplomatiques, des accords de sécurité et des efforts de stabilisation des relations. En apparence, il semblait y avoir des progrès, les deux parties s'éloignant du gouffre, mais les problèmes profonds restaient intacts. Il n'y avait pas de véritable accord sur qui devait diriger la région, aucune vision commune pour l'avenir, et aucun compromis idéologique. La rivalité n'avait pas pris fin, elle s'était simplement tue. Les tensions s'étaient peut-être apaisées, mais le feu en dessous brûlait toujours. Puis, 2003 est arrivé, et tout le paysage a de nouveau changé. Les États-Unis ont lancé la guerre en Irak, et ont renversé Saddam Hussein, qui a ensuite été exécuté en 2006. Sur le papier, cela ressemblait à la chute d'un dictateur. En réalité, cela a supprimé un tampon clé qui empêchait l'Iran d'exercer une influence plus profonde dans le monde arabe. Ce qui a suivi a changé la région d'une manière que peu de gens avaient de prévu. Un gouvernement chiite a émergé à Bagdad, et l'Iran a vite renforcé son influence par alliances politiques, milices et liens économiques. En quelques années, Téhéran a atteint un niveau d'influence en Irak qui aurait été presque impensable avant l'invasion. Du point de vue de l'Arabie saoudite, c'était un cauchemar qui se déroulait au ralenti. Ce qu'ils voyaient, ce n'était pas seulement l'Iran qui gagnait de l'influence ici et là, mais une stratégie délibérée qui semblait tisser une ceinture de pouvoir chiite à travers la région. Étape par étape, Téhéran construisait ce que beaucoup ont commencé à appeler un croissant chiite, s'étendant de l'Iran à travers l'Irak jusqu'en Syrie, et enfin au Liban. La rivalité devient alors plus aiguë. La division sectaire ne relevait plus seulement de l'identité ou de la croyance. C'est devenu un outil utilisé par les deux camps pour mobiliser, justifier leurs actions et accentuer les divisions régionales. Ce changement n'a pas seulement transformé l'Irak. Cela a bouleversé l'équilibre au Moyen-Orient. L'affaiblissement des États a offert à la rivalité de nouveaux terrains, transformant des pays fragiles en champs de bataille. C'est à ce moment-là que la rivalité est devenue complètement ouverte et impossible à ignorer. Elle a pris sa forme la plus visible, les guerres par procuration. L'Iran a créé l'axe de la résistance, un réseau de groupes alliés et de milices régionales. Plutôt que d'envoyer de grandes armées, Téhéran a préféré une approche plus flexible. Des armes, de la formation, des financements et des conseils étaient fournis, et ces groupes servaient ensuite de point de pression avancé. Une stratégie peu coûteuse mais très efficace. L'Iran a étendu son influence sans s'exposer directement. Alors que l'Arabie saoudite était obligée de rester vigilante sur plusieurs fronts, elle a réagi en renforçant son alignement avec les États-Unis. Et c'est là que la rivalité a commencé à dépasser la région. Riyad a ouvert des bases clés comme la base aérienne King Fahd aux forces américaines, surtout pendant la guerre du Golfe. Dans les années 1990, des milliers de soldats américains étaient stationnés en Arabie saoudite, intégrant la présence militaire américaine à la défense du royaume. Parallèlement, l'Arabie saoudite a massivement investi dans des accords d'armement. Vers 2015, ces accords dépassaient 100 milliards de dollars, permettant d'acquérir chasseurs avancés, systèmes antimissiles et blindés lourds. Il ne s'agissait pas uniquement d'acheter des armes, mais d'intégrer la sécurité saoudienne au système américain. Le pétrole soutenait discrètement l'ensemble. L'Arabie saoudite demeure le producteur clé, ajustant sa production pour stabiliser les prix mondiaux. Washington avait ainsi confiance que même en cas de perturbation iranienne, le marché resterait équilibré. L'énergie est ainsi intégrée à la stratégie, reliant puissance économique et position militaire. Parallèlement, un autre alignement s'est discrètement constitué, tout aussi crucial. Israël, sans alliance officielle avec l'Arabie saoudite, avançait dans la même direction, tous deux voyant l'Iran comme menace principale. La coopération en renseignement s'est accrue en coulisses, surtout sur le Hezbollah et le nucléaire iranien. Dès les années 2000, des rapports faisaient état de contacts officieux, posant les bases d'une coordination plus approfondie par la suite. Ce qui a émergé, c'est un contre-réseau, avec l'Arabie saoudite au centre, soutenu par la puissance militaire américaine, le levier financier et le soutien discret d'Israël. La rivalité ne concernait plus seulement ces deux pays,
mais était devenu un affrontement plus large qui façonnait la région. L'une des principales forces unissant ce contre-réseau était la progression continue de l'Iran vers la capacité nucléaire. Téhéran affirme que son programme vise des objectifs pacifiques comme l'électricité ou les isotopes médicaux, mais cet argument n'a jamais convaincu hors d'Iran. Depuis le début des années 2000, les inquiétudes n'ont cessé de croître à mesure que des preuves apparaissaient concernant des installations cachées, des programmes de centrifugeuses élargis et des niveaux d'enrichissement d'uranium bien supérieurs à ce qu'exigerait un programme civil. Et c'est là que la chronologie commence à avoir de l'importance. Après la guerre en Irak, qui a supprimé un contrepoids à l'Iran, le programme a progressé plus vite. Au moment où les inspecteurs ont découvert des sites comme l'installation nucléaire de Natanz et l'usine d'enrichissement de combustible de Fordow, l'Iran avait déjà réalisé des progrès significatifs. Cette découverte a changé la façon dont la région percevait les intentions de Téhéran. En 2015, le plan d'action global commun a apporté un soulagement temporaire. Les sanctions ont été réduites, et l'Iran a accepté de limiter l'enrichissement. Un temps, la situation semblait pouvoir se stabiliser. À Riyad, un profond scepticisme existait dès le départ. Les dirigeants saoudiens voyaient l'accord comme une pause, non une solution. Un moyen pour l'Iran de garder des éléments clés de son programme et de gagner du temps. Après l'effondrement de l'accord en 2018, ces craintes se sont confirmées. L'Iran a repris et intensifié l'enrichissement. Il a atteint environ 60% de pureté, proche de la qualité militaire. Au début des années 2020, l'Iran avait accumulé d'importants stocks de matières hautement enrichies. En même temps, ce que les experts appelaient le temps de percée, c'est-à-dire la période nécessaire pour produire suffisamment de matière pour une arme, a considérablement diminué. Selon certaines estimations, il ne restait plus que quelques semaines. Pour l'Arabie Saoudite, ce n'était pas simplement une autre préoccupation sécuritaire, c'était quelque chose de bien plus profond. Un Iran doté de capacités nucléaires ne renforcerait pas seulement directement Téhéran, il pourrait aussi protéger son réseau d'alliés régionaux, leur permettant d'agir avec plus d'assurance tandis que l'Arabie Saoudite ferait face au risque d'une escalade directe. Pour Riyad, ce déséquilibre était inacceptable, d'où la clarté des propos de Mohammed Ben Salman sur ce sujet. Si l'Iran créait une arme nucléaire, l'Arabie Saoudite en ferait de même rapidement. Êtes-vous néanmoins inquiet à l'idée que l'Iran obtienne une arme nucléaire ? Eh bien, nous sommes préoccupés par n'importe quel pays qui obtiendrait une arme nucléaire. C'est une mauvaise décision, et il n'est pas nécessaire d'obtenir une arme nucléaire parce que vous ne pouvez pas l'utiliser. Même si l'Iran acquiert l'arme nucléaire, l'utiliser signifie entrer en guerre avec le monde entier. Le monde ne peut pas revoir un autre Hiroshima. Si le monde voit 100 000 personnes mortes, cela signifie que vous êtes en guerre avec le reste du monde. Obtenir une arme nucléaire est inutile, car elle ne peut pas être utilisée. Ce n'était pas formulé comme une menace, mais comme un calcul. Une question de survie dans une région où l'équilibre des pouvoirs pouvait basculer du jour au lendemain. En 2025, la situation a atteint un point critique. Israël, soutenu par Washington, est passé des cyberattaques secrètes à une intervention militaire directe. Les frappes, coordonnées par Israël, visaient les infrastructures nucléaires sensibles de l'Iran, avec des cibles soigneusement choisies. Natanz, centre du programme d'enrichissement iranien, a été frappé par des munitions de précision visant à désactiver les halls de centrifugeuses avancées. Fordow, enfoui sous une montagne près de Qom et conçu pour résister aux frappes aériennes, a été attaqué avec une munition anti-bunker. Des installations près d'Ispahan, y compris des sites de conversion d'uranium et des centres de recherche, ont également été touchés. Les frappes ont été soutenues par le renseignement américain, la surveillance satellitaire et la coordination logistique, bien que Washington se soit abstenu de déployer ses propres avions. La campagne a rappelé des efforts antérieurs comme Stuxnet en 2010, l'opération cybernétique, qui a détruit des centaines de centrifugeuses, et le sabotage de 2021 à Natanz, qui a mis hors service les systèmes électriques. Mais 2025 a marqué la première fois où Israël a ouvertement intensifié ses frappes aériennes, soutenues sur plusieurs sites. Les analystes estiment que les attaques ont détruit ou mis hors service des centaines de centrifugeuses, retardant l'enrichissement de 2 à 3 ans. Les frappes n'ont pourtant pas éliminé le programme. L'Iran a dispersé son infrastructure, renforcé des sites comme Fordow et stocké de l'uranium enrichi à divers endroits. En quelques mois, les inspecteurs ont signalé que l'Iran détenait plus de 120 kg d'uranium enrichi à 60%, réduisant le temps de percée à quelques semaines. Téhéran a réagi avec défi, accélérant les travaux sur des sites secrets et limitant encore l'accès des inspecteurs internationaux. Pour l'Arabie Saoudite, les frappes étaient à la fois un soulagement et un avertissement. Un soulagement car Israël avait réagi à ce que Riyad voyait comme une menace existentielle. Un avertissement car, malgré ce coup dur, la capacité nucléaire de l'Iran restait bien réelle. Le cauchemar d'un Iran capable de se doter de l'arme nucléaire n'avait pas été effacé, seulement retardé.
Ce délai comportait un risque de représailles, d'escalade par procuration, et la possibilité que l'Iran redouble d'efforts dans l'ombre, rendant la prochaine phase encore plus difficile à arrêter. C'est pourquoi la question nucléaire est au centre de la rivalité. Ce n'est pas qu'une question de centrifugeuse et du niveau d'enrichissement. Il s'agit de l'équilibre des pouvoirs dans le Golfe, de la crédibilité des alliances, et de la crainte qu'une avancée en Iran puisse déclencher une course aux armements régionales qui durerait des décennies. Pour l'Arabie Saoudite, empêcher ce scénario n'est pas simplement une priorité parmi d'autres. C'est au cœur de sa vision de sa propre sécurité et de sa place dans la région. La volonté de contenir la menace iranienne a déplacé la rivalité sur des champs de bataille ouverts dans la région. Si cette ombre nucléaire et tout ce chaos des conflits par procuration vous passionne, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Nous n'en sommes qu'au début des parties vraiment compliquées. Le conflit s'est alors concentré sur certains champs de bataille, le Yémen devenant vite l'un des principaux. Regardez la carte, vous verrez pourquoi l'Iran a choisi ce pays comme champ de bataille. Le Yémen est situé au sud de l'Arabie Saoudite, s'étendant sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, par où transitent près de 10% du commerce mondial et des expéditions de pétrole. Avoir de l'influence là-bas signifiait exercer une pression directement aux portes du royaume, et avoir un levier sur l'une des routes maritimes les plus cruciales du monde. En d'autres termes, l'emplacement parfait. C'est là que les Houthis sont devenus une force puissante. Soutenus par l'Iran, ils ont étendu leur influence de Saada jusqu'à la capitale, Sanaa, en 2014. Encore une fois, l'Iran n'a pas déployé de grandes armées. Il s'est appuyé sur une panoplie d'outils à faible coût et à fort impact. Des missiles balistiques, des drones frappant à des centaines de kilomètres en Arabie Saoudite, ainsi qu'une formation et un soutien financier constant. L'Arabie Saoudite a répondu en 2015 par une intervention militaire appelée Opération Tempête Décisive, mobilisant plus de 100 avions de chasse, 150 000 soldats et des partenaires de coalition provenant de 9 pays pour repousser les Houthis et rétablir un gouvernement allié. Puis, le conflit a provoqué un choc qui s'est propagé bien au-delà de la région. En septembre 2019, des attaques coordonnées de drones et de missiles de croisière ont frappé l'immense installation de traitement de pétrole d'Abqaiq et le champ pétrolier de Kires. Abqaiq traite environ 7 millions de barils de pétrole par jour, soit près de la moitié de la capacité de l'Arabie Saoudite. Presque du jour au lendemain, la production saoudienne a baissé de 5,7 millions de barils par jour, soit 5% de l'approvisionnement mondial. Les prix du pétrole ont grimpé de 20% en une journée, un record depuis des décennies. Les coûts d'assurance des pétroliers ont explosé, rappelant la fragilité de l'approvisionnement énergétique quand une attaque dans le désert affecte les marchés mondiaux. Ce moment a souligné un point clé. L'Iran n'a pas eu besoin d'envahir directement pour infliger de lourds dégâts. Le Yémen, à la frontière saoudienne, est devenu un point de pression, avec un coût humain dévastateur. La guerre a provoqué ce que les États-Unis appellent la pire crise humanitaire mondiale, entraînant famine et effondrement des systèmes médicaux. En 2022, les estimations situaient le nombre total de morts dus au combat, à la faim et aux maladies à plus de 377 000, dont 70% étaient des enfants de moins de 5 ans. Plus de 4 millions de personnes ont été déplacées, et 80% de la population yéménite, soit plus de 24 millions, avaient besoin d'aide humanitaire. Pour des millions, ce n'était pas une question géopolitique. C'était la survie quotidienne, des assiettes vides et des vies écourtées avant d'avoir commencé. Pendant ce temps, un autre front brûlait aussi intensément. Lorsque le gouvernement syrien a risqué de s'effondrer, l'Iran est massivement intervenu pour soutenir Bachar el-Assad. Il a envoyé des milliers de conseillers et d'unités spéciales des gardiens de la révolution, acheminé des milliards d'aides financières et coopéré étroitement avec les combattants du Hezbollah. En 2013, le Hezbollah avait engagé plus de 7000 combattants en Syrie, jouant un rôle décisif dans des batailles comme celle de Qousser. L'Iran a également mobilisé des milices chiites d'Irak, d'Afghanistan et du Pakistan, créant une force transnationale qui a fourni à Assad des effectifs cruciaux alors que son armée s'effondrait. L'Arabie Saoudite a soutenu les forces d'opposition, acheminant de l'argent et des armes aux groupes rebelles, par le biais de réseaux clandestins. Avec la Turquie et le Qatar, Riyad voulait affaiblir Assad et priver l'Iran de son point d'appui. Mais pour l'Iran, la Syrie n'était pas qu'un champ de bataille, c'était un lien crucial, un corridor qui reliait Téhéran à Bagdad, Damas et finalement au Hezbollah, au Liban. Le sécuriser offrait une profondeur stratégique durable et un accès direct à la Méditerranée, bouleversant l'équilibre des pouvoirs au Levant. Mais le coût était énorme. La guerre en Syrie compte parmi les conflits les plus meurtriers du XXIe siècle. Selon l'ONU, plus de 500 000 personnes ont été tuées. 6,8 millions ont fui le pays pour se réfugier ailleurs, et 6 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays. Des villes comme Alep, Homs et Raqqa ont été détruites. L'utilisation répétée d'armes chimiques a provoqué l'indignation internationale.
L'économie s'est effondrée. Le PIB ayant diminué de plus de 60% entre 2011 et 2016, la guerre a duré des années, laissant des cicatrices profondes à travers les générations et créant une crise humanitaire qui s'est répercutée bien au-delà des frontières de la Syrie. Et pourtant, sous les alliances changeantes et la dévastation, la dynamique fondamentale est restée la même. La Syrie était un autre terrain d'affrontement indirect entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, chacun voulant empêcher l'autre de gagner. Au fond, c'était la même rivalité sanglante et destructrice. Il existait aussi des arènes plus calmes, où l'influence s'étendait sans guerre. En Irak, les milices soutenues par l'Iran ont acquis un véritable pouvoir au sein des forces de sécurité comme du monde politique. Au Liban, le Hezbollah domine et influence le gouvernement tout en gardant un vaste arsenal. À Bahreïn, l'Arabie Saoudite a envoyé des troupes en 2011 pour réprimer les troubles qu'elle considérait comme liés à l'influence iranienne. Ce qui est devenu évident, c'est que cette rivalité ne restait pas cantonnée à un seul endroit. Elle s'est adaptée et propagée partout où une ouverture se présentait. Parfois, la tension surgissait soudainement, directe et impossible à ignorer. Un moment marquant a eu lieu en janvier 2016, quand l'Arabie Saoudite a exécuté Nimr al-Nimr, un religieux chiite éminent de la province orientale. Nimr n'était pas seulement une figure religieuse. Il était devenu un critique virulent et sans détour de la monarchie saoudienne, réclamant plus de droits pour la minorité chiite et remettant en question la légitimité du pouvoir. Du point de vue de Riyad, ce genre d'insoumission n'était pas simplement de la dissidence, c'était une menace pour la stabilité et l'autorité. Ainsi, l'exécution envoyait un message. Elle visait à montrer la force à l'intérieur du pays, à avertir les autres de ne pas franchir cette limite, et à signaler au-delà des frontières saoudiennes que le royaume ne tolérerait pas ce qu'il considérait comme des troubles influencés par l'Iran sur son territoire. Mais de telles actions ne restent pas limitées, surtout dans une rivalité déjà tendue. La réaction en Iran a été immédiate et forte. Nimr, très respecté chez les chiites, a vu son exécution considérée comme une atteinte à l'identité chiite, au-delà d'un acte politique. Les protestations se sont vite étendues. Des foules sont descendues dans les rues. À Téhéran, des manifestants ont attaqué et incendié l'ambassade saoudienne, obligeant les diplomates à fuir. Les dirigeants iraniens ont vivement condamné l'exécution, la qualifiant de crime et de preuve de l'hostilité saoudienne envers les chiites. Les répercussions se sont rapidement intensifiées. L'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, et plusieurs de ses alliés ont suivi, approfondissant encore davantage la division. Ce qui n'était qu'une décision interne à l'Arabie Saoudite est vite devenu une crise régionale, révélant ainsi un impact plus profond. Cet épisode n'a pas seulement augmenté les tensions momentanément, il a fait basculer la rivalité sur un terrain plus émotionnel et plus profondément ancré. Les lignes confessionnelles se sont durcies, transformant ce qui était souvent une lutte politique en quelque chose de plus personnel et de plus viscéral. Parallèlement, tous les canaux de dialogue entre les deux gouvernements se sont effondrés, rendant toute coopération encore plus difficile. Cela a aussi renforcé les récits construits par les deux camps depuis des années. Pour l'Iran, c'était la preuve que l'Arabie Saoudite opprimait les chiites. Pour l'Arabie Saoudite, cela a renforcé la conviction que l'Iran s'ingérait dans ses affaires et attisait les troubles à l'intérieur de ses frontières, rendant ces moments particulièrement dangereux. Ce problème interne est devenu un nouveau point de tension dans une guerre froide plus large. Au fond, rien n'avait vraiment changé. L'Arabie Saoudite et l'Iran demeuraient dans le même affrontement pour la légitimité et l'influence, agissant toujours par procuration et continuaient de s'affronter à travers des symboles et restaient convaincus que reculer n'était pas envisageable. Après des années de ce cycle épuisant, les deux camps semblaient fatigués. C'est alors que quelque chose d'inattendu a émergé. En mars 2023, il s'est passé quelque chose qui a pris presque tout le monde au dépourvu. L'Arabie Saoudite et l'Iran ont annoncé qu'ils allaient rétablir leurs relations diplomatiques, et l'accord n'a pas été négocié par les États-Unis, mais par la Chine. Pékin a servi de médiateur, offrant un terrain neutre et soutenant l'accord par des incitations économiques. Pour Riyad comme pour Téhéran, cela a créé une opportunité de repartir sur de nouvelles bases dans leurs relations sans le poids habituel de la médiation occidentale. Pendant un temps, cela a semblé possible. En quelques mois, les ambassades ont rouvert dans les deux capitales, et le ton s'est adouci entre les parties. Après des années de conflits et de ruptures diplomatiques, la situation semblait différente, comme une pause ou le début d'une période plus stable. Le symbolisme avait un réel poids. L'Arabie Saoudite avait tout intérêt à apaiser les tensions, car son plan Vision 2030 reposait sur la stabilité, les investissements étrangers et un environnement prévisible pour diversifier son économie. L'Iran, de son côté, subissait de lourdes sanctions et une pression constante, donc tout répit était précieux. Et puis il y avait la Chine, qui a obtenu exactement ce qu'elle voulait. Elle a prouvé qu'elle pouvait s'imposer au Moyen-Orient et jouer un rôle diplomatique sérieux.
pas seulement économique. C'est pourquoi cet accord a suscité tant d'attention. Certains se sont demandé si c'était le signe que l'influence américaine dans la région commençait à évoluer. Au-delà des gros titres, les limites de l'accord sont claires, les questions majeures restent non traitées, la guerre au Yémen demeure irrésolue. Les milices soutenues par l'Iran poursuivaient leurs activités dans la région. La question de la domination du Moyen-Orient n'a même pas été soulevée. Il n'y avait aucune garantie de sécurité solide, aucun plan d'intégration économique majeur, et surtout, aucune véritable base de confiance entre les deux parties. L'accord a créé une pause, mais il n'a pas résolu la rivalité elle-même. La poignée de main était réelle, mais pas la solution. L'accord a simplement gagné du temps. Dès que la pression est revenue, les fissures sont apparues, rappelant que cette rivalité n'a jamais été résolue. Elle attendait juste le moment de refaire surface. Maintenant, nous voilà au présent, et le ton change encore. En 2026, l'ancienne rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite s'intensifie rapidement. Les attaques soutenues par l'Iran se multiplient, et l'atmosphère régionale devient plus tendue et dangereuse qu'elle ne l'a été depuis des années. Les dirigeants saoudiens ne sont plus prudents ni ambigus. Ils déclarent ouvertement la disparition de la confiance et adoptent un ton bien plus dur depuis Riyad. Les guerres par procuration ne se sont jamais vraiment arrêtées, et des groupes comme les Houthis restent un point de pression constant, attaquant des navires en mer Rouge et menaçant les flux énergétiques. L'impact vise cette fois le point de vulnérabilité majeur de l'Arabie Saoudite, rendant ce moment si différent. Depuis des années, l'Arabie Saoudite travaille à quelque chose de plus grand que le pétrole. La vision 2030 vise un changement durable pour réduire la dépendance et ouvrir de nouvelles voies économiques. Des projets comme NEOM, sur la côte de la mer Rouge, devaient stabiliser l'avenir, avec de nouvelles routes commerciales et centres logistiques pour renforcer la résilience du royaume. Quand les voies maritimes sont perturbées, les coûts d'assurance augmentent et le transport ralentit, rendant ces plans plus fragiles que prévu. Ce qui paraissait un conflit lointain affecte maintenant directement les ambitions économiques de l'Arabie Saoudite. Longtemps, la stratégie de Riyad reposait sur l'endiguement. L'objectif était de limiter l'influence de l'Iran, d'éviter que la rivalité ne dégénère ou n'escalade. Cette approche commence à changer. Des rapports suggèrent que Mohammed Ben Salman adopte une position plus agressive, allant même jusqu'à aborder la question lors de conversations privées avec Donald Trump, en avançant l'idée que ce moment pourrait être utilisé pour affaiblir l'Iran plus profondément. Mais ce genre de raisonnement comporte de sérieux risques. Faire tomber un système ne garantit pas la stabilité. Cela ouvre souvent la porte au chaos, aux luttes de pouvoir et à des conflits dépassant ses frontières. Vous êtes rivaux depuis des siècles. Au fond, sur quoi porte cette fracture? Est-ce une bataille pour l'islam? L'Iran n'est pas un rival de l'Arabie saoudite. Son armée ne fait pas partie des 5 meilleures armées du monde musulman. L'économie saoudienne est plus grande que l'économie iranienne. L'Iran est loin d'être l'égal de l'Arabie saoudite. L'Iran, de son côté, continue de jouer un jeu différent. Au lieu d'une confrontation directe, il s'appuie sur son réseau de groupes mandataires, utilisant des frappes plus petites et ciblées, qui maintiennent une pression constante sans déclencher une guerre totale. C'est une stratégie fondée sur la flexibilité. Des troubles peuvent être provoqués à plusieurs endroits en même temps, obligeant l'Arabie Saoudite à disperser son attention. Riyad répond par l'argent, la diplomatie et des partenariats mondiaux. Mais la divergence de style complique les prévisions. Parallèlement, l'Iran subit de fortes pressions internes et une économie sous tension avec une monnaie affaiblie. L'inflation a dépassé 40% par moment et le chômage des jeunes reste élevé. Cette pression s'accumule lentement mais sûrement, surtout chez les jeunes, et elle peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Cela peut devenir de la frustration envers le système ou renforcer la résistance face à la pression. Ce n'est donc plus juste un cycle de plus dans une longue rivalité. On a plutôt l'impression d'un schéma qui repart sans cesse de zéro, chaque cycle étant plus dur que le précédent. Chaque pause n'a été que temporaire, et chaque reprise s'est faite avec plus d'intensité. Le moment actuel porte ce même sentiment, mais avec des enjeux plus élevés. Comme si le résultat pouvait changer bien plus que l'équilibre entre ces deux pays. Les Houthis restent actifs près du détroit de Bab el-Mandeb, l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Une grande partie du commerce mondial transite par ce corridor. Chaque attaque augmente les coûts d'assurance, ralentit le transport et fait monter le prix du carburant et des marchandises. Les effets dépassent la région et affectent le quotidien même dans des lieux éloignés du conflit. Pour l'Arabie Saoudite, la menace est directe et personnelle. Les principales installations pétrolières sont à portée. Chaque frappe réussie montrant la vulnérabilité des revenus du royaume. L'attaque de 2019 contre l'installation pétrolière d'Abkhaz a montré la rapidité avec laquelle une perturbation peut bouleverser les marchés mondiaux. Si ces incidents se multiplient, les prix du pétrole et l'inflation augmenteront, impactant bien au-delà du Moyen-Orient. C'est pourquoi les puissances extérieures restent très impliquées.
Les États-Unis conservent des liens sécuritaires avec l'Arabie Saoudite, entre vente d'armes et coopération en renseignement, cherchant à soutenir sans provoquer de conflits majeurs. La Chine adopte une autre approche. Elle a aidé à négocier l'accord 2023 entre Riyad et Téhéran pour se positionner comme force de stabilisation. Mais son intérêt principal reste un commerce stable et des flux énergétiques fiables. Cependant, le défi pour Pékin est évident. Elle peut ouvrir des portes diplomatiques, mais manque de puissance militaire pour imposer la stabilité en cas de tension. Elle a donc de l'influence, mais un contrôle limité. Cela crée une scène complexe et encombrée. Les grandes puissances, chacune avec ses intérêts, sont impliquées sans vraiment diriger. Dans ce contexte, le risque de mauvaise appréciation grandit. La réflexion saoudienne évolue. La stratégie d'endiguement ne suffit plus. Les signaux de Riyad montrent une conviction croissante que seule une transformation interne en Iran est une solution durable. Cela marque le passage d'une posture défensive à une attitude plus affirmée, en recourant à la pression économique, au levier politique et peut-être à autre chose. L'Iran reste difficile à cibler. L'Iran, avec sa grande population, ses forces de sécurité aguerries et des décennies d'expérience à s'adapter aux sanctions, subit une réelle pression économique. La rivalité entre donc dans une phase plus dangereuse. Les deux camps sont sous pression, déterminés, chacun ayant ses raisons d'aller plus loin. La suite décidera si ce cycle se poursuit ou aboutit à quelque chose de bien plus vaste. Que va-t-il se passer ? La question demeure, sans réponse simple. Plusieurs chemins existent. Aucun n'est vraiment stable. L'une des options est la lente escalade observée ces dernières années. Les frappes par procuration se poursuivent, ciblant les infrastructures par vagues et accentuant la pression sur les voies maritimes, maintenant la région en tension sans basculer vers la guerre totale. C'est désordonné, coûteux et imprévisible, mais familier. Les deux camps savent gérer cela, mais cet équilibre reste fragile et peut facilement être rompu. Une autre possibilité serait un faux pas majeur. Une attaque ou une riposte franchit une limite irréversible, faisant passer le conflit d'une tension contrôlée à une situation bien plus vaste et difficile à contenir. Ensuite, il y a l'imprévu, et il se trouve à l'intérieur même de l'Iran. Pression économique, contrôle politique strict et frustration croissante ont déjà provoqué des manifestations auparavant. Si ces pressions augmentent, la situation peut évoluer vite, sans garantir la stabilité. Si le système s'affaiblit ou se fissure, cela pourrait entraîner des luttes de pouvoir internes, une fragmentation et une instabilité susceptibles de toucher les pays voisins. Le changement n'apporte pas toujours le calme. Parfois, cela crée un autre type de chaos. Et tout cela ramène à une réalité simple. Cette rivalité se trouve au cœur même de l'énergie et du commerce mondiaux. Un missile du Yémen, ou une frappe proche des installations pétrolières saoudiennes a des conséquences mondiales, hausse des coûts d'expédition et réaction immédiate des prix du pétrole. Ces hausses impactent les chaînes d'approvisionnement, et au final, la vie quotidienne, les prix du carburant, le transport, vos courses. Même des personnes éloignées de ce conflit en subissent l'impact. Au final, toute cette guerre froide remonte à la révolution iranienne. Depuis, c'est un affrontement marqué par des conflits indirects, de courtes trêves et des tensions croissantes, chaque cycle ayant des enjeux et conséquences plus graves. 2026 apparaît donc comme un moment crucial. La question n'est plus seulement de savoir qui prendra l'avantage. Il s'agit de savoir si cette rivalité entraînera encore la région et une grande partie du monde, ou si un changement surviendra. Le Moyen-Orient a déjà connu assez de cycles de conflits et de calmes précaires. Le coût a été élevé et continue d'augmenter. Que va-t-il arriver ? Nous déciderons si cette rivalité entraîne encore tout le monde ou si le schéma se brise enfin. Si vous voulez rester informé de la prochaine explosion dans cette rivalité, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Croyez-moi, on est loin d'en avoir fini avec les explosions et les rebondissements.